C'est bon, t'as les fiches? Quelle fiche? Bah, nos fiches de texte. Mais c'est toi qui les as, non? Bah non, je te les ai données. Hein? Mais non, c'est toi qui les as! Mais comment on fait? On est en live là! Coupez la caméra. Mais regarde. Ah, mais regarde, elles étaient cachées sous la couette, ces fiches. Il faut dire que ce studio est pire que ta chambre. C'est grâce au talent de notre équipe d'éco. Bon, t'es prêt cette fois, on lance notre live? Bienvenue à tous. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons préparé un superbe live avec beaucoup de sérieux. Et de rigolade. Une émission pleine de surprises. On espère que ça va vous plaire. Au sommaire, 5 reportages sur des faits intéressants comme l'utilisation de l'IA par les jeunes. Ou l'interview d'un passionné d'urbex, Yuri. Et surtout la rencontre de deux habitués des shows. On remercie nos équipes qui sont parties en tournage pour monter ces beaux reportages. Je suis là moi aussi. Oui, merci à Léo qui est là pour suivre et relayer tous vos commentaires. Alors on compte sur vous pour partager toutes vos réactions dans le chat. Sans plus attendre, nous accueillons Louis pour le premier reportage sur l'IA. Alors Louis, est-ce que tu viens de nous avouer que tu utilises l'IA pour faire tes devoirs? Je répondrai pas à cette question. Bonjour, je suis Louis. Je vais vous présenter le reportage sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le milieu scolaire. Pour faire ce reportage, nous avons interviewé deux jeunes étudiants de l'Université des Tertiales à Valenciennes. Bon visionnage. Bonjour à tous, je m'appelle Ngoï Massamba, j'ai 19 ans et du coup je fais mes études ici à l'Université du Tertial. Je suis en première année de BUTTC. Et moi c'est Mohamed Boukassi, collègue à Massamba du coup. Le même âge, 19 ans et nouveau ici à notre université qui est franchement très grande. Et puis on est là pour répondre à vos questions. Nous nous sommes rendus à l'université des Tertiales à Valenciennes pour demander à des étudiants s'ils utilisaient souvent l'intelligence artificielle dans leurs études et ce qu'ils en pensent. Depuis quand environ utilisez-vous l'IA dans vos devoirs? Depuis le lycée, hein. Ouais, première, terminale, ça fait 2-3 ans là. Que pensez-vous de l'IA? Est-ce que ça vous sert vraiment au quotidien ou que pendant les cours? Pour la correction de texte, franchement l'IA c'est très efficace. Pour les fautes, que ce soit les fautes de syntaxe, grammaire ou même d'orthographe. Pour les travaux de groupe ou même les travaux individuels, la plupart du temps on utilise l'IA pour s'aider. Et du coup c'est important que tu sois au lycée ou même à l'université. Quand on est étudiant, on cherche la facilité. Et prendre ses cours, ses cahiers, chercher, t'as pas le temps, t'as vu ou pas? C'est pour ça l'IA c'est plus facile. Après ça dépend de comment tu l'utilises. Parce que toutes les informations ne sont pas bonnes aussi, t'as vu ou pas? C'est pour ça qu'il faut chercher dans l'IA, mais après faire des autres recherches avec tes cours ou même poser des questions à tes profs. Comme ça, tu pourras avoir les bonnes réponses. Si tu fais que l'IA, t'es sûr de... Ça va pas. Voilà quoi. T'auras une bonne note mais t'auras pas compris. Quelles limites voyez-vous dans l'utilisation de l'IA? L'IA, tu peux gagner du temps avec l'IA, c'est ça en fait. C'est ça que les jeunes ils recherchent la plupart du temps. Parce que regarder ses cours, ça prend du temps. Alors qu'avec l'IA, ça va vite. Et c'est l'une des choses qui incite les jeunes à aller vraiment beaucoup à l'IA. Et on va dire c'est aussi un inconvénient parce que à cause de ça, on va dire qu'on a une perte de connaissances. Moi j'ai une dernière question, et toi t'en penses quoi de l'IA en vrai? Moi personnellement, l'IA, je m'en sers très peu dans les cours parce que je suis qu'en 4ème, donc bon, c'est pas encore la période la plus difficile. Comment dire? C'est que c'est bien, mais il faut pas trop en abuser, il faut vraiment essayer aussi ses propres connaissances. Et si on demande à ChatGPT ce qu'il en pense? Bonne idée. En fait, ChatGPT il peut nous aider, mais il fait pas le boulot à notre place. Il dit qu'on peut utiliser ChatGPT de manière responsable, mais toujours vérifier ses sources. Elle ne donne rien à l'IA car elle écrit tous ses sketchs toute seule. Elle fait mourir de rire Marly, Valenciennes et même Lille. Nous accueillons tout de suite la baroudeuse des bars à rire de Maincoin. Il est le pro de l'impro, il vit sa vie d'artiste sans aucun regret. Il vient d'ouvrir un superbe endroit à Marly et ne demande qu'à t'accueillir. Faites une ovation depuis chez vous pour les humoristes. Madame Bou et Youssef le Daron. Bonjour. Voilà, ça vous savez, vous l'avez pas vu ça? Ah bah oui, on allez, voilà. Il est en train de qui exactement? Bonjour, il y a de la musique, les gars.
C'est la tienne, Ça va? Hop là. Bah, bonjour Youssef, bonjour Bouchra, bienvenue dans notre chambre. Bonjour a- Enzo. Bonjour. Bonjour. On a vu, Bouchra, que tu as déjà animé des ateliers d'écriture de sketch avec des jeunes. Et toi, Youssef, des ateliers théâtre. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie? Bah déjà, moi, je suis très contente d'être ici. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. C'est pour ça que j'anime parfois des petits ateliers et c'est pour faire un peu rentrer les jeunes dans mon univers. Voilà. Merci. Moi j'aime bien tous ces jeunes qui font des projets hors du commun, que ce soit du théâtre, des sketchs, de l'audiovisuel comme ce que vous faites maintenant. Et là vous êtes les patrons et puis nous on répond à vos questions. C'est quand même marrant d'inverser les rôles. Oui, Hein? Ah, ça t'amuse toi Enzo, je vois ça. ouais, ça m'amuse beaucoup. Est-ce que vous donnez souvent des interviews, Bouchra Youssef? Moi, je crois que la deuxième fois aujourd'hui avec vous. Ouais. Ah ouais non moi ça fait plus que 2 fois. Alors souvent non. Souvent j'oserais pas dire ça. Non, non, pas tant que ça. J'en ai fait quand même beaucoup, notamment à la télé, à la radio. Mais je dirais pas que j'ai une fréquence d'une fois par semaine. Non, s'il y en a un par mois, c'est bien. Dans tous les cas, on vous laisse un peu souffler et on enchaîne avec notre deuxième reportage, avant qu'Isri et Elena ne viennent mener leur interrogatoire. C'est vrai qu'avec Bouchra et Youssef, on va sûrement bien rigoler. Mais sur ce, nous avons des sujets très graves qu'il était important pour nous de vous évoquer. C'est à Marine de nous rejoindre, qui va annoncer un sujet beaucoup plus sérieux. À une époque où l'IA permet de modifier volontairement des images historiques, les reportages sont d'une importance encore plus grande. Bonjour, je suis Marine, je vais vous présenter le reportage que j'ai fait avec mon groupe sur les descendants des rescapés de la Shoah. Ce sujet nous tenait à cœur de voir comment ces personnes juives ont vécu pendant cette période horrible de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Kozak, Monsieur Coppel et Madame Gage nous ont ouvert les portes de la synagogue de Valenciennes pour nous raconter leur histoire. C'est parti. Léon Coppel, né le 9 février 1941. Alors Philippe Kozak, né le 16 juin 1955. Quand il y a eu la rafle du 11 septembre, où on a commencé à arrêter à Lille, à Lens, à Douai et Valenciennes. À 6 h du matin, un policier français et un soldat allemand sont venus arrêter mon père. Parce qu'il était apatride. Il est arrivé de Pologne en 1925 et il ne s'est pas fait naturaliser. Et Pétain a proposé aux Allemands d'arrêter les Juifs apatrides à Valenciennes, Lille à ce moment-là. Donc il a été arrêté le 11 septembre 1943 en tant qu'apatride. 42, pardon. En tant qu'apatride. Il a été emmené à Lille et de Malines, ils ont été emmenés le 15 septembre à Auschwitz. Un voyage qui a duré 3 jours. Il ne faut pas demander comment ça s'est passé dans des wagons à bestiaux, avec un seau pour se laver et un seau pour faire ses besoins. Et le wagon était plein. Quand c'était en 1942, le camp d'Auschwitz existait depuis peu. Les chambres à gaz existaient depuis peu. Donc il a fait partie des premiers cobayes, sûrement, qui sont arrivés en 1942, et qu'on a mis tout de suite dans la chambre à gaz, hommes, femmes et enfants. À cet âge-là, j'ai pu échapper parce que 15 jours après ou 3 semaines après, ma mère a été arrêtée aussi. Et quelqu'un est intervenu en disant « Madame Coppel est française ». Elle m'a confié à la coiffeuse. Peu de temps après, on est parti en Normandie. Alors, c'est pas toute ma famille, c'est ma mère qui, pendant son adolescence, a été séparée à Bruxelles de ses parents et qui, en fait, donc, avec sa sœur, ont été recueillis par des sœurs dans une école religieuse à la frontière de la Hollande et de la Belgique. Donc elle a passé une grande partie de la guerre cachée par ses sœurs, les sœurs Mélis. Ma mère qui était donc séparée de ses parents. Ses parents eux-mêmes avaient leurs parents qui étaient restés en Pologne à Sieradz. Et ses 2 arrière-grands-pères, donc arrière-grand-mère, et 7
frères et sœurs de mon grand-père maternel ont été tués dans les déportations, donc ont disparu, et dans les pogroms. Maman était par mariage française. Et nous, maman n'a pas été arrêtée de Valenciennes, maman était arrêtée de Nantua dans l'Ain. Nous étions en train de jouer chez une voisine. Et quand la voisine a vu que les Allemands venaient arrêter maman, elle nous a gardés, parce qu'autrement, on partait avec maman et je ne serais pas là pour vous raconter tout ça. Maman a été déportée à Auschwitz et elle est rentrée. Alors je vais vous dire une chose que maman a bien appris à mon fils, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'herbe, c'était en plein hiver, et l'hiver en Pologne, il fait extrêmement froid, donc ils étaient pieds nus dans la neige, Puisque ma mère était partie en Normandie, elle est revenue à Valenciennes, la maison qu'elle avait été occupée, spoliée, puisqu'on avait tout volé. Ça pouvait être des dénonciations aussi de voisins. La maison de mes grands-parents était entièrement pillée pendant qu'ils étaient en Creuse, pendant qu'ils étaient cachés en Creuse. Donc tout a été volé, pillé. À l'époque, c'était souvent le cas. Hein. Donc c'était pas forcément les Allemands qui étaient responsables de tout. Il y avait aussi des Français bien de souche qui, disons, profitaient de la situation. Mais j'ai tellement posé peu de questions à ma mère, et je regrette maintenant qu'elle est partie déjà. Elle est décédée en 84, et je ne posais pas de questions, comme beaucoup de juifs ne posaient pas de questions à leurs parents pour savoir, comme ceux qui sont revenus ne parlaient pas beaucoup non plus. Maman est rentrée de déportation, mais bien plus tard, puisque quand elle est rentrée, j'avais 5 ans. Bien plus tard, par respect pour elle, non pas qu'on ne voulait pas savoir, mais on ne posait pas de questions par respect. Et maman allait dans les écoles pour parler de la déportation. Donc pour que des jeunes comme vous n'oublient jamais. On espère que ce reportage vous aura rappelé qu'il y a des moments à ne jamais oublier dans l'histoire. Léo, peut-être que maintenant il y a déjà eu des commentaires dans le chat ou même des questions pour Marine ou nos deux invités. Oui, nous avons quelques commentaires et quelques questions. Quelques commentaires de Spix Family 6 qui nous dit quel lancement. Un autre commentaire de Bevrage 59 qui nous dit magnifique déco et aussi pourquoi une chambre. Bien, c'est parce on pensait que c'était un décor plutôt à l'aise, calme. Donc ça nous plaisait bien comme idée. Et de plus, ça nous représente, nous les jeunes. Et aussi Flora Leco 26 qui nous dit reportage très touchant. Maintenant aux questions, Gotham City 17 qui nous dit, plutôt qui nous demande utilisez-vous l'IA pour vos DM? Non, pas forcément. Je l'utilise quelquefois pour des DM de maths parce que c'est dur. Ça m'est déjà arrivé une fois, mais sinon pas régulièrement. On a aussi Spix Family 6 qui nous demande pour vous, Bouchra et Youssef, que pensez-vous de l'IA? Moi, l'IA, je suis pas très à l'aise avec ça déjà. Déjà, parce qu'on peut beaucoup tricher, hein, avec l'IA. Non, moi, j'adhère pas. J'adhère pas du tout. Après, je trouve ça peut-être bien pour d'autres choses, mais même sur les téléphones, je vois, il y a les trucs là. Poser des questions à l'IA, je sais pas. Je suis peut-être un peu plus traditionnelle et je préfère plutôt comme moteur de recherche Google. Ouais, moi je suis un peu plus nuancé. Je suis pas un pro de l'IA. Je suis sûr qu'à votre âge, vous savez mieux gérer l'IA que moi. Je t'entendais dire, Enzo, que parfois tu t'aidais de l'IA pour faire des DM. Mais t'as pas tort de le faire, parce qu'au final, il y en a qui se font aider par leurs parents, d'autres se font aider par l'IA. C'est un outil dont tu te sers et t'es malin de t'en servir. Ce qu'il faudrait derrière, c'est que tu comprennes les réponses que te donne l'IA. Ouais, tu comprends tout. Ah bah ouais. Et que tu sois capable de refaire toi-même le DM. Non mais, pourquoi je dis ça? Non mais l'IA, en fait, de toute façon, ça arrive. On n'a pas le choix. Il y en a qui sont
frileux à l'idée de l'IA parce que ça risque, par exemple, de les mettre au chômage. C'est ce qui revient souvent. Et moi, j'ai une anecdote. On part régulièrement en tournée et il y a des affiches, en fait, de nos spectacles qui sont dans les villes là où on va. Et j'ai le souvenir, en fait, de 2 villes que je vais pas nommer, mais sur lesquelles, je vous préviens que c'est vrai, il y a on appelle ça des infographistes. C'est des gars qui sont amenés à faire des visuels pour les spectacles, donc qui travaillent sur ordinateur, tout ça, hein. Et en fait, qui avaient tagué au charbon, une sorte de charbon noir comme ça, sur toutes nos affiches, ils avaient écrit IA, comme si c'était un crime pour nous de nous être servis de l'IA. Parce qu'un infographiste, ça coûte un prix certain, ça prend du temps, faut tout lui expliquer. Que l'IA, on peut faire une affiche en 1 heure, en lui donnant à chaque fois des détails pour avoir une vraie affiche. Et pour le coup, ça nous convenait. Donc, c'est qu'une question de point de vue finalement. Nous, ça nous arrange de payer moins cher et d'avoir une affiche générée assez facilement. Mais le gars qui se considère comme, professionnel et artiste, se dit: «Ben, l'intelligence artificielle, elle nous vole notre travail» et donc il l'a manifesté lui en écrivant IA sur toutes nos affiches. Il était pas content, ce que je conçois, mais moi, tu es en train de me nuire à moi. Moi, je fais de la pub, c'est un outil. Et c'est la question qu'il faut se poser, c'est: «Est-ce que l'IA, c'est un outil et j'arrive à m'en servir comme tout pour toi avec ton DM?» En disant: «Ben, j'ai un DM, devoir maison et à la maison, certains ont papa, maman pour les aider. Eh bien, toi, si c'est pas papa ou maman, ça peut être l'IA, c'est bien. C'est un outil dont tu arrives à te servir». Ou alors est-ce que, l'IA, c'est un ennemi et puis, finalement, on va pas de l'avant avec? C'est la question à se poser. Ben voilà, et pour finir, une question de Elkendu. Depuis quand êtes-vous actifs, Madame Bou et Youssef? Ben, moi, depuis que je suis né, je bouge, je suis actif. Non, alors, si on parle alors, dans le domaine du spectacle, j'ai pas fait que du théâtre. J'ai été danseur et j'ai commencé la danse, j'avais 16 ans. Donc, c'était en 2000. Voilà, en 2000, vous n'étiez même pas pensé par vos parents, sachez-le. C'est dire à quel point je suis vieux. Et je faisais des cabrioles extraordinaires et je me cassais la figure aussi beaucoup de fois. Mais donc, ouais, ça fait depuis 2000 avec la danse et puis après, bah, écoutez, j'ai pris un peu de poids, je crois que ça se voit et puis j'ai bifurqué vers le théâtre. Et vous, Ben Bouchra? voilà, Oui, alors moi, depuis 2019, juste avant Covid, je me suis lancée. Bon, j'ai toujours été une rigolote dans l'âme. J'ai toujours été attirée par le théâtre, la scène. Comme Youssef, j'ai fait de la danse, mais moi, plus jeune, encore très très jeune. C'était même, c'était un peu, c'était de l'UNSS que je faisais, moi. Je faisais de la danse. J'ai toujours aimé la scène, donc après, j'ai arrêté. Et en 2019, bah, j'ai repris. D'un coup d'un seul, une scène ouverte et débutant accepté, et je me suis lancée, et puis voilà. C'est ce qui est marrant, parce que Boucherie et moi, on était au lycée, dans le même lycée, sans forcément être dans le théâtre, hein. Et puis bon, la vie a fait qu'on se séparait parce que les études, parce que voilà. Et puis on s'est retrouvés, notamment grâce à la scène. C'est marrant, hein? Ouais. Avec une passion commune, bah, on retrouve Exactement. des gens. Ben voilà, c'est la fin de nos questions et de nos commentaires. Des réactions sur ce reportage, on est sûr qu'il va y en avoir dans notre prochaine interview. C'est à Mathis de nous rejoindre. Mathis, de quoi viens-tu nous parler? Bonjour à tous. Avec mes camarades, nous avons choisi le sujet de l'urbex car c'est un thème très apprécié chez les jeunes. Peut-être que vous connaissez notamment Anton Raka qui a plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube et qui fait des vidéos d'urbex en live sur TikTok. De vraies mises en scène dans des lieux abandonnés pour faire flipper ses abonnés. Nous, on a rencontré Yuri Urbex qui poste des photos sur Instagram et qui nous montre toute sa motivation artistique au-delà des risques. Instagram et mon Snapchat, j'ai environ dans les 3500 abonnés. Je suis un petit urbexeur. Yuri partage sa passion de l'urbex sur ses réseaux sociaux. Il aime explorer des lieux construits et abandonnés par l'homme et maintenant inoccupés. Entraîné par le goût du risque et une grande curiosité, il prend plaisir à photographier ces lieux dont émane un certain mystère. L'idée de revoir la nature reprendre ses droits sur des lieux
l'homme a totalement abandonné. C'était une idée qui me plaisait énormément. Donc, se balader dans la rue, faut regarder ce qui t'entoure, te renseigner. Et puis après, il y a le bouche à oreille entre gens qui pratiquent la même passion. Parfois, il y a certains lieux qui me sont donnés par des abonnés, justement, qui me disent j'ai vu quelque chose qui a l'air abandonné dans ce coin-là. Et donc parfois, ma curiosité fait que je m'y rends. Et puis parfois, il m'arrive de justement visiter ce lieu avec l'abonné en question. Comme il m'a aidé, je lui rends l'appareil. L'avantage, c'est que maintenant, nos téléphones, ils font des très belles photos. Tous les filtres, qu'ils soient sur Instagram ou sur Snapchat, parfois sont juste suffisants. Mais c'est quand même mieux si vous voulez vraiment faire des belles photos, de commencer à apprendre avec un petit logiciel de photomontage et ça s'apprend tout seul. Il y a tout ce qu'il faut. Je fais d'abord le tour du lieu, je me renseigne, j'y vais 2-3 fois sans y rentrer et je regarde si j'ai une fenêtre d'ouverture pour pouvoir y accéder. Il faut quand même se rendre compte que l'urbex, c'est des lieux qui sont possiblement abandonnés depuis plusieurs années, qui peuvent être dangereux, que ce soit par leur structure à l'intérieur, l'état de conservation du lieu. Ça reste quand même une pratique qui est illégale, donc il peut y avoir des retombées aussi. Mais surtout respecter les règles de s'il n'y a rien pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur, il ne faut pas forcer. On ne casse pas de vitres, on ne force pas de porte et surtout on ne prend rien à l'intérieur, on ne dégrade pas le lieu, on le laisse en état. Vous partez, vous avez fait vos photos. Comme l'urbex, c'est assez dangereux, frissonne plutôt en suivant les nombreux comptes sur les réseaux. Et si tu veux faire de la photo, observe tout ce qui t'entoure. Tu trouveras bien des façades mystérieuses amènent dans ton objectif. Y'a quelqu'un ? Et vous, Bouchra et Youssef, est-ce que vous aimez regarder des vidéos qui font peur? En pleine journée, moi, oui. Non. Je déteste regarder des trucs qui font peur. Enfin, je suis pas fan de ça, moi. Et c'est une tendance, hein, chez les jeunes. Vous aimez bien les choses qui, enfin, un truc Annabelle. Pour moi, Annabelle, c'est un joli prénom. Non, ça doit faire peur. C'est fou, hein. J'interdis même à mes enfants de regarder ça. Pas forcément. Ça fait pas peur. Enfin, pas forcément tout le monde aime regarder ça. Ah oui, oui, oui. Non, mais enfin, chez beaucoup de jeunes, j'ai remarqué, c'est le challenge de regarder quelque chose qui fait peur. Et du coup, ben voilà, ils sont contents d'être courageux parce que j'ai flippé, mais moi non. Moi, si je regarde un film d'horreur, déjà, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de moi, c'est obligatoire. Et deuxième chose, je vais pas aux toilettes tout seul après. C'est pour vous dire. Et Elena a quelques questions plus précises à vous poser sur le métier d'humoriste. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. D'où vous est venue l'idée de vous appeler Youssef le Daron et Madame Bou? Alors moi, Madame Bou, c'est parce que... Alors, déjà de par mon âge, parce que j'ai quand même 40 ans. Donc je me suis dit, on va se faire appeler Madame, hein, comme les anciens. Et Bou, parce que c'est déjà les premières lettres de mon prénom. Et à chaque fois que je venais sur un plateau et que je disais... Donc sur les line-up, on disait, alors, comment tu t'appelles, machin, Bouchra, et celui d'avant, il connaissait jamais mon prénom. Donc faites un tonnerre d'applaudissements pour la prochaine qui est... Il savait jamais. Donc je me suis dit, mince, c'est vrai que j'ai un prénom assez particulier, et du coup, je me suis fait appeler Madame Bou. Je pensais que ça passait plus. Voilà. Et vous, Youssef? Alors, Youssef le Daron, parce que, en fait, moi, au départ, j'ai consulté les publics. Quand je jouais devant les gens, j'ai dit, écoutez, je cherche un nom de scène, quelque chose qui m'identifie, qui me ressemble. Et puis c'est ce qui est ressorti parce que dans mes sketchs, je parle de mes enfants et je suis un daron. Est-ce que vous les jeunes, vous dites ça, un daron? Et comme parfois je suis un peu les pères la morale, eh bien on m'a dit, bah tiens, ça te va bien, toi, t'es père de famille, puis en plus un peu le père la morale, ben Youssef le Daron, ça te va bien. Mais ça fait aussi un peu ringard parfois d'être un daron parce qu'on est un peu kitsch, un peu has-been. Hein, parfois, là, j'ai mis un jean, mais parfois je mets des pantalons en velours côtelé. C'est pour vous dire que je suis un petit peu ringard. Eh ben, si ça t'amuse, eh ben, j'ai gagné mon pari. Voilà pourquoi Youssef le Daron. Est-ce important de trouver un nom de scène quand on est humoriste? Ah, pardon, tu veux reprendre la question? J'ai pas compris. Est-ce important de trouver un nom de scène quand on est humoriste? Ah, très.
C'est bien. C'est bien parce que ça t'aide à te faire identifier auprès des publics, d'accord? Si on te dit Youssef Le Daron, bah, c'est pas, je sais pas moi, heu, Kev Adams ou un autre humour. Bon voilà, donc tu arrives à te faire identifier auprès du public, mais nous, en tant que comédiens, ça nous aide à nous aussi nous trouver. Parce que vous êtes encore jeunes, mais il y a peut-être on croit se connaître, mais on se connaît pas très bien. D'accord? Toi, tu t'appelles Ella, mais est-ce que tu te connais bien? Quand tu es amené à faire un exposé en classe ou quand tu seras, amené à présenter devant des gens des je sais pas, des PowerPoint, des présentations quelconques, eh bien, tu as une façon d'être qui est toi-même, mais parfois on ne sait pas forcément bien se vendre, on ne sait pas forcément bien amener un propos, parce qu'on ne se connaît pas encore assez bien. Et le fait de faire de la scène, de rencontrer des gens, de parler devant un parterre de gens, eh bien, ça t'aide à te connaître et du coup, ben, le fait de te donner un nom, eh bien, ça te met quelque part sur une ligne, sur une direction qui t'identifie très bien. Tu veux rajouter, Bouchra? Ouais. On a vu, Bouchra, que tu avais posté plusieurs vidéos à partir de 2019. Est-ce que c'est comme ça que tu t'es fait connaître? Oui, oui. En fait, moi, mes réseaux, ils servent essentiellement à mettre toutes mes actus. Alors, dès que j'ai une scène quelque part, ce qu'il y a, c'est que je le mettais toujours sur Instagram. Faut savoir que moi, déjà, Instagram, j'étais très Facebook. Alors, Instagram, j'ai commencé, mon Dieu, 12 abonnés. Je connaissais pas ce que c'était les followers, follow back. Enfin, je connaissais pas tout ce vocabulaire. Et du coup, j'étais obligée de me lancer dans ce truc-là. Parce que sinon, pour ma visibilité, c'était compliqué. Donc, j'ai commencé à mettre une vidéo, 2 vidéos, et puis de fil en aiguille, bon, après, une fois qu'on fait une scène, 2 scènes, après, on donne ses réseaux, après, on nous suit. Et puis, c'est comme ça qu'après, on se fait aussi repérer. Donc, ça, c'est bien. Et, euh, et de fil en aiguille, on nous rappelle, on nous rappelle, on nous rappelle. Doit-on forcément être sur les réseaux sociaux quand on est humoriste? Oui, franchement, oui. Oui, oui. Parce que bah déjà, tout passe par les réseaux aujourd'hui, hein, comme le disait tout à l'heure c'est Enzo. L'IA, tout ça, c'est les outils que vous utilisez vous aujourd'hui. Donc là, on est à l'ère c'est Instagram. Il y a TikTok aussi. Et TikTok, c'est pas mal, mais bon, je suis très mal à l'aise avec TikTok, donc je reste sur Insta, mais sans réseau social, je pense hein, que c'est peine perdue. Après, je sais pas tout ce que tu en Ouais. penses, Youssef. C'est en partie vrai, hein, c'est en grande partie vrai malheureusement. Mais comme, enfin, il y a quand même une partie de la population. En fait, quand on dit que Bouchra, c'est indispensable, c'est effectivement pour se faire connaître. La preuve, tu as posé une question parce que tu as constaté que sur ses réseaux à elle, elle diffuse, elle met des vidéos, elle met des. Voilà. Donc, en ce sens, c'est quasi indispensable pour se faire connaître. Est-ce que pour autant, ceux qui consomment les réseaux vont au spectacle? Pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il existe, écoutez bien, hein, il existe quand même une partie, une bonne partie d'ailleurs, des spectateurs qui vont pas forcément hein, s'intéresser au réseau. Ils vont se dire, oh bah on est samedi, j'ai envie de faire une sortie. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bim, je vais regarder sur Internet ou alors sur les billetteries, Fnac, tout ça. Ils disent, oh bah tiens, un tel spectacle, je vais aller le voir. Et c'est parce que à ce moment-là, le samedi soir, ils n'avaient rien à faire et qu'ils ont décidé d'aller au théâtre qu'on crée la rencontre. C'est pas les réseaux qui ont amené la personne à aller au théâtre. C'est parce que à ce moment-là, ils n'avaient pas forcément quelque chose à faire que bon, tiens, je vais aller dans tel théâtre et puis je vais peut-être rencontrer quelqu'un. Donc les rencontres qu'on peut faire, c'est aussi, il n'y a pas que les réseaux dans la vie. C'est ça que je dis. Bien que ce soit très très important, hein, elle avait raison. Comment avez-vous su que vous étiez drôles tous les deux? Ah bah écoute, là, t'as ces questions. Tu me poses une colle. Non, bah déjà, quand t'entends rire dans la salle, je crois que c'est un bon indicateur. D'accord? Faut savoir que le temps qui passe quand tu es spectateur, il n'est pas le même que quand tu es comédien. Sur scène, une seconde, eh bien, c'est pas la même seconde qu'on perçoit quand on est spectateur. C'est-à-dire, pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que nous, si on fait une blague, par exemple, et qu'on attend un rire de la part du public, et que ce rire ne vient pas, il va se passer 1 ou 2 secondes. Pour les gens, bon, c'est tout, c'est qu'un blanc qui passe. Pour nous, c'est une éternité. C'est trop long. Donc là, on se rend vraiment compte qu'on n'est pas bon, on n'est pas drôle, et c'est le silence qui te dit: «Ouh là là, tu pas été assez bon, repars chez toi, retravaille ton sketch». Et du coup, comment on sait? Bah, on commence à voir que nos salles sont de plus en plus fournies.
et que les gens commencent à bien les connaître et qu'on arrive à les mener là où on a envie de les mener. C'est-à-dire qu'on fait des textes, on fait des blagues et on sait comment ils réagissent. Donc, quand tu entends les rires, je crois que c'est le meilleur indicateur. En fait, il y a 2 indicateurs. Il y a le nombre de rires. Par exemple, si tu fais un sketch de 10 minutes, tu vas compter le nombre de rires. Attention, hein, c'est aussi mathématique, hein, cette histoire. Mais tu vas aussi compter l'intensité du rire. Parce qu'un petit «ha ha», c'est un rire, mais un gros fou rire, c'est un autre rire. Tu comprends? Et toi, comment tu sais que t'es drôle, Mouchra? Bon, après, tu as des réactions sur les réseaux, hein. Bah ouais, on a des réactions sur les réseaux, puis même à l'extérieur, on le sait qu'on est. Moi, j'ai su que j'étais drôle, c'est parce que moi, c'est grâce à mon boulot. Tu sais ça, Youssef? Tu l'as su ça? Tu savais pas? Ah ouais, Moi, c'est grâce ça à fait mon partie boulot. du C'est parce que j'ai travaillé 8 ans à l'aéroport de Lille, là où on voit beaucoup de choses. Donc moi, il faut savoir que quand j'ai commencé le stand-up, je continuais aussi à travailler. Et le truc, c'est que on en voit là-bas à l'aéroport. Et j'ai su que j'étais drôle, c'est quand j'ai fait rire ma collègue qui était sur le terrain avec moi. J'ai fait rire une personne qui travaille dans les bureaux. C'était incroyable. Le mec, il rigolait jamais à personne. J'ai fait rire des policiers. J'ai fait rire des mecs de la gendarmerie. J'ai fait rire des pilotes. Je me suis dit, ben tiens, toutes ces personnes sont différentes et ils ont qu'un seul point commun, c'est qu'ils rient tous à mes blagues. C'est que forcément, je dois être marrante. Elle arrive à casser une barrière, elle parle de policiers. On est à l'aéroport, hein. Niveau sécurité, c'est plus, hein. Je sais pas si vous savez. Ah Vous avez bah déjà oui. pris l'avion ou pas? Donc niveau sécurité, on rigole pas. Et quand elle arrive à briser une barrière avec un policier, par exemple, c'est fou. Comme vous, potentiellement, ça peut le faire, j'imagine, avec vos profs. Attention, hein, le contrat premier, c'est on est là pour apprendre. Mais une fois que ça s'est acté, bah, s'il y a le prisme de l'humour dans lequel on peut s'insérer, faites-le. C'est magnifique. Vous êtes les champions. Est-ce que vous faites rire tout le monde tous les deux ou avez-vous un humour particulier? C'est une très bonne question là que tu poses. J'essaye pour ma part d'être anti-mainstream, c'est-à-dire de couvrir tout le monde. J'ai pas trop de filtres, c'est-à-dire que moi, il y a pas de péage. Quand on vient voir mes spectacles, techniquement, je dois être à même de faire rire, des jeunes, beaucoup plus jeunes que vous d'ailleurs, jusqu'à, des très vieux. J'adore poser la question, moi, dans mes spectacles, qui est le plus jeune? Qui est le benjamin de la salle? Donc j'ai déjà eu, des 8 ans, des 7 ans, tout comme j'ai déjà eu, alors mon record à moi, c'est de mémoire, c'est 94 ans. Vous imaginez l'amplitude? Donc l'idée, c'est de couvrir tout le monde et c'est notre objectif, hein. Quand on a une salle, quand bien même c'est très, très hétérogène, qu'il y a une grande différence d'âge, notre challenge à nous, c'est de réunir tout le monde autour de notre sujet et de les faire rire de la même manière. Vas-y, Bouchra, si tu veux rajouter. Mon idée rejoint la tienne. On a vu, Bouchra, que tu adorais faire des blagues à tes collègues de travail, surtout au bar rire de Marly. En fait, t'es aussi humoriste dans la vie de tous les jours. Ben, c'est ça. Franchement, c'est vraiment ça. Je suis toujours rigolote. J'ai la joie de vivre. Je suis un peu le rayon de soleil hein, de tout le monde. Ah, c'est vrai, Youssef. Bah là, mercredi, c'était bien, hein, Ah, l'after, là. tout à fait. C'était carrément. Mercredi, on a C'était fait un génial. spectacle, mercredi Et soir. pourtant, mercredi, il faut savoir que j'ai bidé comme jamais. Voilà, je vous Ouais, c'est le pas vendeur. confesse. Alors ça, faut comprendre ce qu'elle dit. J'ai bidé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu les rires qu'elle voulait, elle est sévère. Tout à fait. Elle n'a pas eu les rires qu'elle voulait, elle n'était pas contente d'elle après son spectacle. Et pour décompresser, après que tout le monde soit parti, on était au théâtre entre comédiens. Et puis on s'est fait une petite fête comme ça improvisée. On a fait les pitres entre nous, c'était marrant. On a Ah, passé c'était un bon plutôt moment. chouette. Franchement, L'after c'était était plutôt peut-être plus chouette. marrant que le spectacle en soi, mais ça c'est entre nous. Mais alors ça c'est intéressant, hein. On peut rebondir sur la question. Vous serez sujet à l'erreur, à l'échec. De toute façon, ça vous est déjà arrivé d'avoir par exemple une mauvaise note à l'école. Bon, pour autant, ça fait de vous des mauvais élèves. Pour autant, ça fait de vous, enfin, c'est pas une fatalité. Là, elle parle de quand on dit bider, ça veut dire que on fait un spectacle et que les gens ne rigolent pas comme nous on Zéro aimerait. rire. Voilà, pas de rire. Sur 10 minutes. Ça arrive, hein. C'est long, hein. Ça arrive. Ça arrive, voilà, ça arrive, c'est la vie. Mais pour autant, bah, faut rebondir. Bah, c'est rien, demain je serai drôle, demain je vais retravailler mon sketch et puis bim. C'est pas déterminant. Est-ce que quand on est humoriste, on doit être drôle au quotidien? Pas forcément. Moi, je le suis des fois, parfois je le suis malgré moi.
Mais après, mon métier d'humoriste, il me permet aussi de décompresser. C'est ça qui est bien. Au moins, je peux sortir toutes mes vannes, toutes. Voilà, je suis un peu plus. Depuis que je fais du stand-up, je suis un peu plus sérieuse dans la vie. Parce qu'avant, comme j'en faisais pas, je faisais le pitre, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'était pas bon. Parce que même dans mes boulots, c'était pas très bon. Que maintenant, j'ai vraiment mon boulot d'humoriste. Et à l'extérieur, je suis hyper sérieuse. Et il y en a même, des fois, ils me disent t'es sûr que t'es humoriste parce que là, tu me fais pas rire. Je dis bah non, j'ai pas de micro, je suis pas sur scène. C'est pas. Tu vois. Donc voilà. Quelle a été votre meilleure expérience devant la caméra ou sur scène? Ça, c'est une très bonne Toi, question. t'as eu plus de scènes que moi. Non, T'as mais eu c'est plus. même pas. C'est que. euh, franchement, on a de la chance. On vit de très bons moments à chaque fois parce qu'on rencontre à chaque fois des gens. Et sachez-le, en tout cas, c'est les valeurs que je prône. C'est que à chaque fois que vous avez un public, ça va être une super scène. Alors, c'est la règle. C'est la règle. Et l'exception, c'est, bon, parfois ça s'est mal passé. Donc, est-ce que j'ai une des plus belles scènes? Ah ouais, si. Parce que là, on parle de stand-up. Stand-up, on est seul, en général. On est seul face au public. Mais je fais aussi d'autres disciplines dans le théâtre, notamment du théâtre d'impro. Donc là, on est en équipe. Et limite, les plus beaux moments, c'est quand on est sur scène avec les copains et on éclate la salle de rire. Et on est aussi entre nous en train de passer un super moment. En tout cas, voilà, c'est ce côté-là, c'est l'aventure humaine. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. Maintenant, un gros marqueur, vas-y, je te laisse répondre et j'en cherche un moi Ouais, dans ma ouais, tête. ouais. Moi, un gros marqueur, c'était il y a pas longtemps. J'ai joué au théâtre Sébastopol à Lille. Devant 1200 personnes, j'ai eu l'occasion de faire la première partie du spectacle de Thomas Angelvi. Et c'était un truc que j'avais gagné, justement, j'avais gagné les les jeunes talents des Hauts-de-France. Donc je suis allée, j'étais partie avec mes textes à Villers-Cotterêts, à la Cité de la langue française. J'ai repris mes textes pendant une semaine avec des professionnels de l'Académie d'humour. Et je suis revenue. Et franchement, j'ai eu le changement entre Madame Bou avant le concours et Madame Bou après. J'ai eu cette chance de jouer au Sébastopol et j'ai fait que 5 minutes. C'était incroyable. Avec tout le Montreux Comedy Club qui était là. Montreux, il était ici. C'était je voulais plus partir de scène. Alors juste avant, j'avais un nœud au ventre, j'avais envie de pleurer. Juste avant qu'ils disent mon nom, mais vraiment 30 secondes avant, j'étais pas bien. J'étais avec le mec là, avec son micro et tout. Je disais mais non, ça va bien se passer. Je dis non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Puis après, j'entends mon nom. Alors c'est tout, t'es obligé d'y aller et j'y suis allée et c'était magique. C'était fantastique même. Et quand je suis sortie de là, tout le monde m'a félicité. En plus, j'avais mis Thomas Angelvi dans de bonnes conditions parce que j'avais bien chauffé la salle, j'avais fait tout correctement. C'était trop génial. Voilà. Et vous, Youssef? Tu me demandes un fou là là. En fait, ce qui est bien, c'est quand il y a des moments qu'on n'attend pas. Et des moments qu'on n'attend pas dans l'impro, bah, il y a quasi que ça. Et dans nos spectacles d'impro, on fait énormément participer le public. Ce qui fait que, ben, entre toi, admettons, et Enzo, ben, vous n'êtes pas les mêmes personnes, donc vous n'allez pas réagir de la même façon. Et en plus, si on vous fait monter sur scène, ben, nous-mêmes, on est surpris. Et ça, en général, ça éclate les gens. Parce qu'on doit réagir avec des gens qui sont très spontanés, mais qui sont surtout très différents. Et on a intérêt d'être bon, mais malgré tout, on sent la surprise dans nos regards. Et donc voilà, et ça se fait dans beaucoup de dates, hein. Ça commence à se faire dans beaucoup de dates. Donc voilà. Quel message feriez-vous passer aux jeunes qui se lancent dans le domaine? Amusez-vous. Vraiment. Non, mais alors, dans tout ce que vous entreprenez, même à l'école, parce que vous êtes étudiant, enfin collégien, amusez-vous. Autant passer un bon moment. Vous êtes amené à être en classe pendant 1 heure pour un cours de français, d'anglais ou autre. Bon, autant passer un bon moment. Donc le contrat, c'est je suis là, autant apprendre. Mais autant m'amuser. Autant m'amuser dans ce que je fais. Et en fait, plus vous allez vous amuser, le jeu, le JEU, hein, le jeu, c'est un excellent vecteur d'apprentissage. Au plus on joue, au mieux on apprend. Mais il faut se prêter au jeu pour le coup. Donc c'est le conseil que j'ai à donner. Amusez-vous dans ce que vous faites et quelle que soit la discipline que vous allez pratiquer,
quelle que soit la discipline, faites-la bien. Ça, c'est le daron qui parle, faites-la bien. Moi, si j'ai un conseil à donner, donc je rejoins Youssef, amusez-vous, mais surtout, peu importe le boulot que vous ferez plus tard, peu importe la discipline, croyez en vous. Mais je vous le dis vraiment, c'est du plus profond de mon cœur ce que je vous dis, parce que on essaiera de vous détruire. On vous dira des phrases du genre t'y arriveras pas, ça sert à rien, de toute façon t'es nul. Ça, c'est les phrases bateau, mais il y aura des subtilités dans la vie. On vous fera comprendre que vous n'êtes pas fait pour ça. Et si vous aimez vraiment, mais peu importe le travail, si vous aimez vraiment ce que vous faites, croyez en vous. Et si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Si vous y croyez, ça va arriver. C'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Mais je vous en prie. Très bonne question. Passons maintenant au jeu. Pas de panique. Valentin va tout vous expliquer. Bonjour. Bonjour Valentin. Bonjour Valentin. On va jouer à un petit jeu. Les règles sont très simples. Je vais vous montrer des images. Vous allez devoir deviner si les images sont vraies ou pas. Première image, c'est parti. Cette image de Donald Trump est-elle réelle? Donc c'est Donald Trump et son épouse et il tient donc une épée. Non, non. Moi, je dirais non, c'est une Non, fausse non. image. Vous avez tous les deux tort. Cette image est bien réelle. C'est vrai. Ouais. On l'a trouvée sur le site du Figaro. Nous pouvons voir Donald Trump avec un sabre. En fait, D'accord. il a découpé son gâteau d'investiture en janvier 2025 avec un couteau plus que surprenant. C'est Carrément, fou. c'est Hein. fou. Donc c'est quand il a été donc nommé officiellement président. Parce qu'ils sont élus en septembre, mais ils sont effectivement, ils doivent jurer là en janvier. Purée, t'imagines? Bah ouais. Et sa femme qui rit jaune derrière. Ouais. Regarde là ça. En tout cas, c'est tranchant. Hein. Il est prêt à jouer à Fruit Ninja. Ah ouais, c'est un jeu sur le téléphone, ça, avec des pastèques et tout. Là. Ouais, bah ouais. Prochaine image. Cette image d'Angela Merkel est-elle vraie? Elle est marrante l'image. On voit Angela Merkel avec plein de. Alors, je connais pas cette variété d'oiseaux, mais c'est quoi? C'est des perroquets? C'est des loriquets à tête bleue, ce sont des petits perroquets. D'accord, ouais, c'est ça. Et elle a pas l'air confiante. Pourtant, c'est une Bah Allemande et ouais. ils sont très écolos. Non, franchement, c'est fou parce que maintenant, elle a l'air vraiment vraie pour le coup. Donc, non, c'est vrai. Moi, je dirais pareil. Moi, je dirais que c'est vrai. Bah, Non, vous c'est faux. avez encore raison. Vous avez raison cette fois-ci. C'est une vraie, hein? Ah oui. Ouais, Et Ouais. cette image est bien réelle. Elle est pas jolie quand même. Hein. On l'a trouvée sur l'Est républicain. Nous pouvons voir Angela Merkel nourrir des loriquets à tête bleue dans le parc ornithologique de Marlow dans le nord de l'Allemagne. D'accord. Ah oui, d'accord, ouais. Une belle tête. Hein. Let's go pour la prochaine image. Alors, cette image est-elle réelle? Alors ça, c'est des aurores boréales. Mais là, pour le coup, Moi, je dirais non. Je non, non, dirais non, qu'elle est non. fausse, Non, c'est un cette image. peu, ouais, c'est un peu cartoonesque là, manga ou un truc comme ça. Vous avez raison. Cette image a été générée par ChatGPT. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, la nature est toujours plus belle. C'est dommage, hein, ça aurait fait un beau lieu de vacances. Non, mais ça doit exister. Hein. Ça doit exister. Enfin, en tout cas, je pense que l'IA, elle génère des photos à partir de suggestions, en fait. C'est-à-dire qu'on doit lui expliquer que il y a, admettons, une rivière qui coule, de la neige sur les bords, des sapins, une montagne au loin. Donc, c'est à partir de ces représentations qu'elle essaye de faire un truc authentique. Mais d'accord, c'est l'IA. Let's go pour la prochaine image. Alors, cette image est-elle réelle? C'est une dinguerie, là. C'est pas Ouais. possible. Ouais, non, moi, je pense que c'est pas possible. Ouais, Hein. mais Ouais. alors on voit un éléphant qui passe sa tête dans l'arrière d'un restaurant en cuisine avec une vaisselle qui n'est pas faite. Mais tu sais, tu vois, on dirait qu'on est en Inde, là. Tu vois, les trucs, Oui, tu vois, des trucs ouais. improbables. Donc, des petites défenses, l'éléphant. Franchement, allez, on va être culotté, on va dire oui. Moi, je dis non. Bah, Youssef a raison. Cette image est réelle. Eh Ah, ben, tu vois, tu vois, t'avais c'est. raison, C'est pas Youssef. en Inde, mais c'est en Thaïlande. D'accord, ouais. Ah ouais. Où nous pouvons voir un éléphant qui a cassé le mur d'une cuisine. Ah, il a cassé là? Ouais, il passe à travers. D'accord, ouais, d'accord. Et depuis, il vient rendre visite aux habitants, picorant à loisir de les assiettes disponibles. Non, mais en fait, moi, j'ai une théorie sur cette photo maintenant on voit que la vaisselle, elle est pas faite. Et lui est venu pour nettoyer cette vaisselle, Ah, peut-être. d'où l'éléphant bleu.
Sympa comme colocation, non? Franchement, c'est ouais. Ça doit pas être très méchant, un éléphant. Si on le laisse tranquille, on peut cohabiter, ouais. Prochaine image. Alors, selon vous, cette image est-elle réelle? Bah ouais. Mmh, Moi, je dirais que c'est oui. quand même ouais, bah, ouais. Je vois pas pourquoi elle serait tu peux incliner un peu vers moi? Parce que j'ai un reflet non, dans l'autre sens. Oui, non, ouais, je sais pas. Bah, Parce que regarde, elle, elle a beaucoup de lumière sur elle et son teint, elle, il est beaucoup plus mat. Je fais le détective, j'en sais absolument rien en vrai. Bah, je dirais oui. ouais, Elle est bon, vraie cette image. moi j'ai dit oui. On voit 2 filles qui font un Ouais. selfie. Heu, Bah, c'est faux, cette image a été générée par l'IA. c'est vrai. Oui, on l'a trouvée sur Léon Furs. Et c'est là qu'on peut voir que les images, que l'IA peut faire des images très réalistes. C'est incroyable. Waouh, c'est Et la fou, hein. plus dure pour finir. Cette image est-elle réelle ou non? Ça, c'est vrai, ça. Ouais, c'est moi qui l'ai prise dans cette photo, je crois. C'est toi qui l'as prise. Ah, elle est bien, Mon elle est bien. Dieu. On va dire que c'est une face là parce que on voit Bouchra là comme ça contre la vitre, le nez qui est ouais, c'est marrant ça. Bouchra, il faut assumer. Ah bah oui, bah ouais, de toute façon, c'est sur les réseaux, On a donc trouvé oui, oui. Franchement, elle tue cette photo là. Elle est bien, ouais. Elle En était plus, prise avec comme ça le... vite fait, elle arrivait à Au bar faire à rire, on rit. voilà. On a Tu vois, trouvé avec cette photo sur ton Instagram. On peut voir que tu es la pro des grimaces. Elle est bien, hein? Ouais. Ouais, Ah ouais. ouais. Bah ça c'est une vraie, hein, pour le coup, ouais, on est Ouais. dedans là. Et maintenant, on sait qu'on doit faire attention à toutes les images que l'on voit et qu'une image sans source n'est pas une preuve. Ça c'est bien comme message. À chaque fois tu as cité tes sources, c'est fou, hein. Eh, c'est vraiment pro là pour des collégiens. C'est incroyable. Bravo. Merci de vous être prêté au jeu. En parlant de jeu, nous accueillons Jayan qui vient nous présenter son reportage sur le rétro gaming. Nous voyons de plus en plus de vieux jeux revenir à la mode, que ce soit en jeux vidéo avec des licences comme Zelda ou Final Fantasy, mais aussi au cinéma avec le film Pixel ou bien encore Ready Player One. Orchi Retro Gaming est un acteur majeur sur notre territoire. Nous avons été à la rencontre pour mieux saisir le phénomène. En fait, le rétro gaming, c'est comment dire, il y a des gens qui vont te dire c'est tout ce qui est console à cartouche. Tu vois, ça c'est une console à cartouche, donc il y en a qui vont dire ça c'est du rétro. Tout ce qui est avant le CD. Après, moi je suis pas vraiment là-dessus. Moi c'est plus en fait deux générations. Par exemple, on va prendre Nintendo. La Nintendo va sortir la Switch 2. Donc la Switch, et t'enlèves encore une, la Wii U. Donc pour moi, la Wii, elle va tomber dans le rétro gaming. Parce qu'il y a deux générations qui sont passées. Moi je le vois plus comme ça, mais après c'est chacun le voit comme il y en a, c'est vraiment la cartouche. Il y en a, le rétro gaming, c'est que les consoles à cartouche. Ça impacte quand même les gens plus entre 30 et 50 ans en fait, hein. Voilà, c'est vraiment, on touche plus ce cœur-là, mais on a quelques ados. On est même surpris parce qu'on a eu 2-3 ados qui connaissaient mieux que nous bientôt des anciennes consoles. J'ai créé l'association donc en 2018, hein, je suis le fondateur de l'association Orchi Retro Gaming. Et donc l'association, je l'ai gérée pendant 7 ans, donc autour du rétro gaming et des nouvelles technologies. En fait, on a beaucoup de médiathèques qui nous appellent pour faire découvrir tout ce qui est rétro gaming, par exemple ces anciennes consoles, là, auprès des familles, des jeunes, tout ça. Après, on fait des salons, on organise des salons geeks. Et après, on fait aussi, comment dire, des concours de jeux rétro dans des bars. Voilà, ça arrive de temps en temps. Et c'est ça le problème actuellement du rétro gaming, c'est que c'est une histoire d'argent. Et ça, c'est un peu dommage, parce que la passion, elle passe en second pour certains, et c'est plus tout ce qui est cote, la cotation, tiens, ça vaut ça. Oui. Alors que la passion, elle passe en second, et ça, c'est quelque chose que je regrette fortement. Oui. La console qui était la Rolls-Royce de l'époque, la Neo Geo, il y a des jeux qui peuvent atteindre des 8 000, 10 000 euros. Donc ça devient un peu inaccessible. Top 3. Moi je suis un vieux, hein. Donc voilà, moi ça commence très vieux. Moi j'ai découvert Space Invaders, donc c'est le premier jeu de tir, hein. Donc il faut savoir que ça c'était en 1980 sur une Atari 2006. Et il y a une petite anecdote sur ce jeu qui est assez sympa, c'est que quand ils l'ont programmé à l'époque,
Ils n'avaient pas pensé à la vitesse. Et en fait, à chaque fois que tu abats des ennemis, le processeur, comme il y a moins d'ennemis, il allait de plus en plus vite. Donc ils ont laissé... Donc ça, c'est vraiment très très vieux, mais moi je suis très fou. Après, moi, c'est la Mega Drive. Donc là, c'est un jeu Sonic. Hein. Sonic, pour moi, c'était une révélation parce que c'est un personnage qui va très très... L'autre génération qui m'a fait aussi, qui m'a impressionné, parce que moi, j'ai découvert la 3D à l'époque, c'est les jeux comme Tomb Raider, en fait. Hein. C'est pouvoir passer sur des jeux en 3 dimensions. Certes, si tu vas jouer avec ça maintenant, tu vas me dire, oh là, ça fait mal aux yeux. Mais c'était les premiers jeux 3D et franchement, c'était le bonheur. Tu avais l'arcade chez toi, en fait. La première console, c'était une console portable, c'était l'Atari Lynx. Donc très portable. Le gros souci de cette console, c'est que avec les piles, elle a une autonomie d'1 heure. Quoi, en fait. Très Sega, donc j'ai ramené une Sega Mega Drive. C'était la concurrente de la Super Nintendo à l'époque. Et la troisième, là c'est le passage à la 3D, c'est la Sega Saturn, qui est 2 fois la capacité de la Sega Mega Drive. Et donc là, on a passé avec les CD. Oui. Voilà, c'était la concurrente de la PlayStation 1 à l'époque. Il y a même une grosse asso sur l'île, c'est Ordi Rétro. Et eux, ils essaient de faire un musée autour du rétro gaming sur la métropole lilloise. Je souhaite pour eux qu'ils y arrivent, parce que ça serait vraiment un beau truc. Ah oui, parce qu'au moins les gens pourront découvrir. Ouais, et puis après, il y a un autre projet aussi, là c'est plus sur Paris, c'est le projet Odyssée. Là, ils veulent faire le plus grand musée jeux vidéo du monde. Si Bouchra et Youssef nous ont rejoints, c'est parce qu'ils ont une actu très riche à vous partager. Isri a des questions à vous poser. Salut! Bonjour. Youssef, ton spectacle s'appelle Sans regrets. On va voir comment tu te débrouilles. Voici les regrets de toute l'équipe. On te laisse en piocher un. Ah, mais alors là, le piège, trop bien. Alors, j'en prends au hasard, c'est ça? Oui, oui. Ok, je vais aller là. C'est bon, j'en ai un. Je le lis? Oui, oui. Alors, je regrette de ne pas avoir assez participé en cours. Ça, c'est un regret. C'est la première fois qu'on me le dit. Parce que jamais on m'a dit ça quand je joue au spectacle. Je dois rebondir dessus, j'imagine? Très, très bien. Alors, à la personne, je regrette de ne pas avoir assez participé en cours. Moi, l'idée de mon spectacle, c'est de ne pas rester assis sur ce regret et nourrir une amertume tout au long de sa vie. D'accord? Donc, l'idée, c'est de rebondir et d'aller dans une énergie positive. À cette personne, je dirais assez simplement, désormais, de participer à tout va. Et malheureusement, je vais vous dire quelque chose. Il y a une culture, pardon, hein, mais une culture un peu française qui nous refuse à l'échec, qui nous dit non, faut pas se tromper, c'est pas bon, sinon on se tape devant les copains. Ce qui est complètement bête au passage. Non, faites, trompez-vous, parce que regarde, le chemin entre je ne sais pas et là je sais, et là il y a un chemin, et le chemin c'est je me trompe, je me trompe, je me trompe, je me trompe. Donc à cette personne-là, j'ai envie de lui dire, participe en cours, participe et trompe-toi, trompe-toi, trompe-toi jusqu'à ce que tu saches, en définitive. Voilà, voilà. Et une période, j'ai été professeur des écoles. Et j'étais avec des petits, hein. Là, j'avais des CE1. Il y a une petite qui s'appelle Asma. Et j'ai posé une question très simple parce que je voulais qu'elle participe. Et je dis, bah tiens, le feu, ça brûle, et l'eau, ça... Vas-y, réponds. L'eau, ça fait quoi? Ah, c'est pas un piège, hein? Ça coule. Hein? Ça coule. Non, comme quoi ils sont innocents. Ça La mouille. réponse entendue, c'était voilà, l'eau, ça mouille. Donc le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille. Elle me répond, bah, le feu, ça brûle, l'eau, ça l'éteint. Ok. Elle s'est trompée, la situation, elle était cocasse, on a rigolé, et tout allait bien. Voilà. Donc c'est cette idée-là. Participez en cours, trompez-vous, et puis c'est pas grave. Tant que derrière, vous cherchez à comprendre, ça va rentrer à un moment donné. Ok. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ce soir? Il me semble que votre agenda est complet. Ouais, on joue beaucoup. On joue beaucoup. Alors ce soir, c'est pas moi qui joue. Ce soir, parce qu'avec l'équipe, on a un théâtre, le Bar à Rire. Et c'est ouvert 4 jours par semaine, donc forcément, il faut fournir du spectacle. Ce soir, c'est pas moi, pour le coup, je suis content de me reposer. Mais j'ai la chance de jouer dans plusieurs en fait, pièces. Donc je joue un one man show qui s'appelle Sans regrets, je joue du théâtre d'impro, je joue des comédies. Il y a une comédie liée à l'héritage, il y a une comédie liée à l'identité française, il y a il y a une comédie liée au mariage, pour la petite histoire. Et prochainement, il y a une comédie sur l'adolescence.
Parce que vos parents croient vous connaître, mais vous avez plein de réserves, vous avez plein de secrets que j'ai réussi à percer et que je traduis désormais par écrit dans une pièce de théâtre. T'as peur que je révèle tes secrets, hein? Je le ferai pas. Est-ce que vous aimez travailler ensemble? Pardon? Est-ce que vous aimez travailler ensemble? Ouais, bah ouais, Boucheron, Oui, elle est facile carrément. hein, à vivre. Hein. Ah oui. Ah ouais, non, enfin après moi je sais pas, mais ouais, ouais. Parce que faut juste, c'est bien, c'est une bonne question. Le travail en équipe requiert l'idée qu'il faut qu'on diminue un peu notre ego. Certains ils savent pas travailler avec l'autre parce que genre ils se croient plus importants. Non, non, tout le monde est beau, tout le monde est important et chacun a sa place. Après, je sais pas pour toi, ça arrive à quoi? Oui, oui, hein, moi, En tout j'aime cas, beaucoup rendez-vous travailler ce avec toi. soir au bar de Marly. Ouais, voilà, Oui, ou tout le temps j'y d'ailleurs. suis en plus. Eh ouais, elle joue, Bouchera ce Eh soir. oui, ce soir, je joue. Ouais, elle joue ce soir. Moi, je joue demain dans une pièce qui s'appelle Un Français parfait ou presque. Et on pose la question de, bah, c'est quoi être un bon Français en fait? On a le droit de se la poser la question. T'as la réponse? Moi, j'ai. Tu l'as? Ouais. Tu dirais quoi, Enzo? Manger du pain, des baguettes, sandwich, bouteille de Ricard. D'accord. Ouais. C'est génial. Donc C'est toi, formidable ce que tu racontes. mais c'est très bien. Donc toi, être un bon Français, ça passe par la nourriture. Donc Ouais. une baguette de pain, un bon petit Ricard Devant le Vieux-Port. devant le Vieux-Port. Parfait. Ah mais t'imagines, elle t'élimine trop de gens là. Donc tous ceux qui habitent Paris ou Clermont-Ferrand qui n'ont pas de port, port c'est pas des bons Français. Non. Ah, ça exclut beaucoup. Et c'est marrant, ton micro est jaune comme le Ricard. Ne pensez pas que nous vous avons oublié dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Léo, tu en as déjà quelques-unes? Oui, nous avons quelques commentaires. Par exemple, on a Ney Youney qui nous dit très belle recherche, j'ai appris pas mal de choses. Beuvrage59 qui nous dit aussi bluffant l'IA et Amandine 050385 qui nous dit trop bien le jeu, compliqué de discerner le vrai ou le faux. Ensuite, on a 3 questions. Une de Beuvrage59 qui vous demande où jouez-vous, Bouchra Youssef? Moi, je joue beaucoup au bar à rire, à Marly. Après, je joue aussi sur l'île, en Belgique aussi. Puis un peu partout en France, hein, on va jusque Paris. Là, je reviens de Angers, Lyon, Marseille. Voilà. Bah pareil. En fait, on a de la chance parce que on est amené à se déplacer énormément. Et du coup, on joue partout. Donc la maison, parce qu'on a une maison, c'est bien d'avoir une maison. Quand on dit la maison, c'est où est-ce qu'on joue régulièrement. Donc c'est au bar à rire à Marly. Mais effectivement, bah, dans la région, hein, on va beaucoup à Lille, à Arras, tout ça, et puis partout, partout en France, partout, et même à l'étranger. Et on a de la chance, vous savez quoi? On va jouer en Suisse, on va jouer au Maroc. Ça c'est bien, ouais. On joue, puis après on va à la mer. Donc, par contre, faut faire attention parce que c'est quand même un travail, on fait pas que les pitres. Parce que quand on passe d'une ville à une autre, eh bien, on finit de jouer, admettons, il est 22h30, 23h. Faut aller dormir parce que le lendemain, on prend la route pour faire 150, 200 kilomètres pour aller dans une autre ville. Et donc, on n'a pas forcément tout le temps de visiter. Parce qu'il faut aller dans le théâtre en question, faut faire les réglages lumière, faut faire les balances avec le son. Donc, on est beaucoup enfermé au théâtre. Hein. Et puis, quand on a un petit moment, on va se balader, mais c'est pas la règle. Et pour finir, notre dernière question de Popote le Tobiz, les présentateurs, vous jouez aux jeux vidéo? Personnellement, non. Après, peut-être Enzo, oui. Ah oui, t'as raison, je joue quelques fois aux jeux vidéo, mais c'est rarement. Je joue à FIFA, Zelda, Mario, des jeux que j'aime bien. Ben voilà, c'était nos dernières questions. C'est pour ça qu'on accueille tout de suite Maëlys. Peut-être que, comme 48,9% des 13-19 ans, c'est-à-dire près d'un jeune sur deux, tu as le sentiment de ne pas être reposé après ton sommeil. Mais attention, tu ne souffres peut-être pas d'insomnie, terme employé souvent à tort. Nous sommes allés à la clinique de Villeneuve-d'Ascq interroger la pédopsychiatre Dr Parenti,
qui nous a aidés à comprendre pourquoi nous pouvions nous sentir si fatigués. Naturellement, l'adolescent s'endort plus tard. C'est un retard de phase propre à son organisme. Mais tout autre problème de sommeil peut relever du trouble ou de l'insomnie. Qu'est-ce qui pourrait expliquer tes problèmes de sommeil? Est-ce que tu es déprimé? C'est un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on est déprimé, peu importe notre âge, on a une altération de la qualité et de la quantité du sommeil. Chez un adolescent qui est déprimé, au lieu de se réveiller plus tôt comme un adulte, qui va avoir ce qu'on appelle un réveil précoce, des difficultés de maintien de sommeil, l'adolescent, à l'inverse, va plutôt se décaler. L'adolescent déprimé à avoir vraiment ce qu'on appelle alors des fois c'est un retard de phase, mais ça peut être de l'insomnie d'endormissement aussi, c'est-à-dire qu'il va avoir des endormissements très tardifs, voire être complètement inversé dans son cycle de sommeil et dormir la journée et être actif pendant la nuit. Est-ce que tu es anxieux? Les troubles anxieux font qu'on a on peut appeler une hyperactivité mentale. On pense beaucoup, on rumine. Je vous donne un exemple. C'est normal d'être un peu anxieux avant un examen. Tiens, est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai suffisamment révisé? Ça va nous inciter à réviser suffisamment. Ça va nous inciter à se mettre dans de bonnes conditions pour passer notre examen. Ça devient un trouble quand on n'arrive plus du tout à aller en examen et que, comme dans vice-versa, on fait une crise d'angoisse. Vous voyez, à un moment, Riley, il y a l'anxiété qui part dans tous les sens. Riley est complètement figé. Là, c'est la crise d'angoisse. On bug complètement à cause de ça. Là, ça devient trop. Et donc, l'anxiété, quand elle devient trop, elle peut nous empêcher de dormir. Ça m'empêche de dormir, ça me réveille la nuit, par exemple. Donc, le trouble anxieux, qui est quand même très fréquent, les troubles anxieux peuvent impacter le sommeil des jeunes, peuvent engendrer de l'insomnie. Est-ce que tu souffres d'un TDAH? La question du TDAH, c'est une question un petit peu différente. C'est que dans le TDAH, il y a très souvent des troubles du sommeil. Statistiquement, les gens qui sont porteurs d'un TDAH sont plus souvent ce qu'on appelle des courts dormeurs, des petits dormeurs. Et quand on a un TDAH, on a plus de chances d'être dans la catégorie de 7 heures de sommeil par nuit, ça nous suffit. Et les gens qui ont un TDAH sont aussi ce qu'on appelle le plus souvent avec un chronotype du soir. Un chronotype du soir, ça veut dire que mon horloge biologique au niveau de mon cerveau fait que je m'endors plutôt tardivement et que je me réveille plutôt tardivement naturellement. Est-ce que tu consommes des substances dangereuses? Il y a aussi les consommations de substances diverses et variées qui peuvent avoir un impact sur le sommeil aussi. À ce moment-là, on ne va pas forcément parler d'insomnie. Par exemple, si j'ai une addiction au cannabis, je peux avoir l'impression de bien dormir, mais ça peut fragmenter mon sommeil. Si, ne serait-ce que je consomme beaucoup de nicotine, c'est un excitant, donc ça va venir quand même réveiller mon cerveau pendant la nuit si vraiment je consomme beaucoup. Donc voilà, il peut y avoir d'autres choses qui expliquent les troubles du sommeil chez l'adolescent. Est-ce que tu es beaucoup trop sur ton téléphone? Nos écrans sont chargés, déjà ils sont lumineux, et dans le spectre du soleil, dans la lumière naturelle, il y a de la lumière bleue. On ne le voit pas comme ça parce qu'on est réceptif à tout le spectre quand on sort, quand on est dehors, mais notre rétine, qui va transmettre l'information de jour à notre cerveau, elle est très sensible à quoi? À la lumière bleue. Les écrans sont chargés en quoi? En lumière bleue. Donc quand on est sur nos écrans, on envoie très fort un signal de jour à notre horloge. Donc notre horloge dit on ne va pas sécréter de mélatonine, il fait jour. Donc il faut être très très vigilant à ça. Dans tous les cas, n'hésite pas à consulter un médecin, car si tu te sens déprimé, anxieux ou que tu souffres d'une quelconque addiction, tu as besoin d'aide. D'autant plus qu'un bon sommeil a un rôle bénéfique sur ta mémoire, ta concentration et ta motivation. Fais donc tout ce qui est en ton pouvoir pour l'améliorer. Quoi de mieux avant de s'endormir que de lire un bon roman? Moi, je préfère une bonne série. Justement, c'est pour ça que Yatrib vient nous partager son avis sur les adaptations des livres en série. Bonjour, je vais vous parler du phénomène du moment, les romans adaptés au cinéma. Tous ne savent pas que leur livre préféré ou leur série est tiré d'un livre très connu. C'est le cas de la saga phare Culpa Mia, tirée des livres de Mercedes Ron. C'est encore la même chose pour la série allemande Max & Hall, dont la saison 2 est très attendue par les fans. Mais pourquoi un tel succès de toutes ces adaptations? C'est la question que je me suis posée.
Comme je suis passionnée, j'ai lu les livres puis regardé les films ou les séries, et j'ai trouvé que ces films sont plus riches en action que les autres. Sûrement parce que la littérature offre plein de détails qu'il n'y a pas forcément dans un scénario classique. J'ai adoré Maxton Hall car le décor du château et les costumes sont époustouflants. Cette adaptation est vraiment réussie, car l'intrigue de l'histoire d'amour, complètement explosive et imaginée par la romancière Mona Casten, est mise en valeur par une mise en scène incroyable. C'est vrai que ces adaptations font divergence, car les fans des livres ne sont pas vraiment d'accord sur le choix des acteurs, par exemple, et trouvent que l'image de leur livre préféré peut être détériorée par ce choix. Parfois, les fans s'imaginent un casting, puis finissent déçus. Mais moi, je suis toujours heureuse de visionner ces adaptations. J'attends leur sortie avec impatience. Et vous, qu'en pensez-vous? Bah, merci à Trib de nous avoir partagé ton avis et puis t'as dit ça. Et puis, encore une fois, T'as d'être ça? Ouais. Ça veut dire quoi? C'est une expression C'est, utilisée par les jeunes. T'as tué ça dead. C'est Ah, mortel. Ouais, mortel. Tu vois, nous, mortel. c'est, nous avant, on disait, oh, c'est mortel. Ah bah oui. Et Ah bah eux, oui. c'est t'as dead T'as ça. d'être ça. Ah bah oui. D'accord. Sur ce, on vous dit merci d'avoir visionné ce live et j'espère que vous l'avez aimé. Boucherie et Youssef, on vous remercie d'avoir partagé votre bonne humeur sur le plateau. Moi aussi, j'ai Merci. assuré niveau bonne humeur. Ouais, pas sûr. Ouais. C'était sûrement le dernier live de la classe média qui proposera une nouvelle formule l'an prochain. Rendez-vous l'année prochaine pour en savoir plus. Bonnes vacances! Et bon courage à tous ceux qui passent le bac, le brevet.